Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. 19h45, c'est parti pour le journal. Dans l'actualité, ce soir, Diamniadio va bientôt abriter la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest, Dakar First. La pose de la première pierre s'est tenue d'un coût global de 207 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 2 ans, soit 24 mois. La cérémonie s'est tenue ce matin. Au même moment, le 4e personnalité de l'État du Sénégal prenait fonction. Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, a dressé sa feuille de route. Parmi les défis à relever, le chômage, les questions environnementales et le phénomène de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, justement, un jeune de 14 ans nous livre son témoignage. Ousmane Djeir est rescapé. Il nous raconte son voyage en mer, également ses motivations. Il est à Mbour. Le témoignage, vous l'aurez dans le reportage signé Muntaga Khan. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Santé pour démarrer avec la maladie dermique qui est apparue à Thiaroye-sur-Mer, une pathologie qui touche des pêcheurs. À Rufisque également, des pêcheurs ont été infectés. Ils sont internés au stade de Ngalandou Diouf. Le reportage de Babacar Seck. Ils sont 170 pêcheurs atteints de la maladie mystérieuse à être pris en charge au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Ils viennent du département et même au-delà. On a 170 personnes qui sont prises donc en charge ici au niveau donc du stade de Ngalandou Diouf. Et ce nombre donc concerne donc la zone de Rufisque, avec notamment au niveau de Diokoul, Tchaoulène et la zone de Bargny, mais également la zone de Yen. Les équipes du médecin-chef du district de Rufisque accompagnent les malades depuis leur arrivée. La prise en charge, ça se passe bien, hein. Voilà, donc l'équipe médicale donc du district de Rufisque donc est sur le pied de guerre. Le préfet aussi donc a vraiment pris les choses en main. Donc en tout cas, les uns et les autres sont en train donc de jouer leur partition, notamment donc les collectivités locales. Avec le mystère qui entoure cette maladie, le poisson risque de se faire rare sur le marché. Absolument, ça pourrait avoir un impact parce qu'actuellement donc bon, c'est surtout une technique de pêche donc qui est la cible actuellement. Donc c'est la technique donc de pêche donc au filet maillant dérivant de surface. Donc toutes les activités donc actuellement donc sont à l'arrêt. Donc effectivement ça va impacter donc un peu sur la production. Une plainte est annoncée par les acteurs de la pêche. Alors que les analyses sont en cours pour connaître l'origine de la maladie, les patients continuent d'affluer au stade Ngalandou Diouf où ils sont pris en charge. Babacar Seck, plus de 300 malades ont été recensés selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr se prononce sur l'évolution de la maladie. Il révèle que 18 patients ont été hospitalisés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale donne également les premières orientations de l'enquête qui n'épargne pas la piste toxique. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, que nous écoutons au téléphone de iRadio. Depuis 2 jours, nous avons vu effectivement apparaître au niveau de Thiaroye une maladie dite mystérieuse qui attaque entre guillemets les pêcheurs qui reviennent de mer, souvent ont des lésions souvent graves. Et à ce jour, nous avons identifié plus de 300 cas. L'identification se poursuit au fur et à mesure que les pêcheurs reviennent de mer. Parmi ces cas, on en a 18 qui sont hospitalisés et les autres sont pris en charge dans des endroits dédiés pour pouvoir mieux les suivre. Nous avons demandé à l'Institut Pasteur, mais aussi à nos équipes, notamment le centre antipoison, de regarder la question en termes d'investigation. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas lié du tout à la Covid, parce que les tests Covid ont été négatifs. On n'a pas aussi vu la présence de virus, ce qui bien sûr peut nous faire penser à une origine toxique, mais nous ne pouvons pas à cet instant-là le dire. Nous faisons le point et une investigation par les services de l'environnement sera faite en mer au niveau donc
de l'eau de mer pour voir un tout petit peu l'origine de cette maladie. Vous pouvez effectivement être certain que dès qu'une précision au niveau des analyses sera reçue par nous, vous serez effectivement informés pour que les populations sachent de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que les résultats en ce moment n'ont pas donné une piste virologique ou une piste véritablement connue. Nous pouvons soupçonner éventuellement une origine toxique du phénomène. À cet instant-là, nous pouvons effectivement noter que seuls les pêcheurs qui viennent de mer sont touchés et il n'y a pas de propagation au niveau des domiciles. Nous pouvons donc considérer qu'il n'y a pas en tout cas de soupçon de contagion, mais nous pouvons être plus précis au plan scientifique dans les heures qui viennent. Le chef de l'État, Macky Sall, était à Diamniadio ce matin où il a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau complexe immobilier Dakar First d'un coût global de 207 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 24 mois. Dakar First, la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République, Macky Sall, que nous écoutons au micro de Babacar Seck. Diamniadio ne doit pas être qu'une agglomération de fer, de béton et de verre. Cette ville doit être un lieu d'accueil convivial, une ville studieuse et joyeuse, une ville qui respire, une ville verte et durable. Je tiens particulièrement au standing de Diamniadio, ville verte. Et c'est tout le sens du projet d'aménagement paysager pour donner une touche écologique à la ville. Et c'est aussi le sens des directives permanentes que j'ai données pour que chaque arbre coupé ici, dans le cadre d'un projet, soit remplacé. Pour un arbre coupé, il faut 2 arbres plantés. À présent, et conformément à l'orientation du plan Sénégal émergent, décliné aujourd'hui dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, nous voulons faire davantage place au secteur privé qui prend le relais comme promoteur, investisseur et développeur. Le projet immobilier Dakar First va dans ce sens. Le 4e personnalité de l'État du Sénégal officiellement investi ce jeudi matin. Dans son discours, Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, a soulevé des défis à relever. Et parmi ces défis, il faut noter l'immigration clandestine, le chômage, les questions environnementales. Le compte-rendu est signé à Papa Lunsara. 2019 n'est plus. Idriss Seck tourne la page des différents politiques avec le pouvoir actuel. Nécessité fait loi selon lui. Alors le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental ne déroge pas à la règle. Mieux, il ne veut pas rater le train de l'émergence horizon 2035. Alors il attrape le wagon et s'installe sur le fauteuil du CSE. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît à Dieu. Mais l'actualité parle moins du train que de la pirogue, un clin d'œil à l'immigration clandestine. Il en est conscient. Il veut faire du CSE une institution utile qui aura les yeux partout, les oreilles également. Les urgences sont multiples. Cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. Au demeurant, il nous revient de tout mettre en œuvre pour que florissants et nombreux soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. La crise sanitaire, loin de contaminer son discours, y figure. Malgré tout, la 4e personnalité de la République veut armer la riposte économique face à une pandémie qui a mis à genoux l'économie mondiale. Le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine. Et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes,
l'érosion côtière induite par les changements climatiques et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Plus de 2 semaines après sa nomination, Idrissa Seck prend officiellement fonction. Avec lui, 120 membres, une pléthore de défis. Le nouvel homme fort du CSE compte sur le chef de l'État pour atteindre ses objectifs. Papa Alioune Sarr, le président du Conseil économique, social et environnemental, n'a pas l'ambition de fouiller cette institution, une assurance de Idrissa Seck. Selon lui, l'audit de la gestion de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, en l'occurrence Aminata Touré, est une exigence administrative. Idrissa Seck, que nous écoutons. Idrissa dafa ñëw dàq ñi def non dama bëgg leeral ni fii duñu fi def dara lu dëppoowul ak loi. Certains ont déclaré qu'Idy a renvoyé le cabinet de la présidente sortante. Ce n'est pas du tout le cas. Ici, seule la loi s'appliquera. Il n'y a pas eu de passation de service, donc la présidente sortante n'a pas eu à faire de déclaration pour faire l'état des lieux. C'est ce que j'ai déclaré. Et l'on m'a demandé de faire le point et de le déposer. J'ai pas le temps de fouiller dans la gestion des autres. Le plus important pour moi, c'est de conduire à bien ma mission et de faire ce que j'ai eu à discuter avec la plus haute autorité. Wax loo xam ni ndekete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fouiller naan gestion bi nii loolu du sama liggéey. Vous l'avez entendu, Idrissa Seck qui dit n'avoir pas reçu de documents signés et paraphés par son prédécesseur Aminata Touré. Elle apporte la réplique et soutient que les procédures ont beaucoup évolué. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental invite son prédécesseur à ne pas mêler la gestion du Conseil économique, social et environnemental à la question politique. Aminata Touré, ancienne ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, que nous écoutons au téléphone de Papa Alioune Sarr. Tout est en place au niveau du Conseil économique, social et environnemental. C'est pour cela d'ailleurs que la tradition administrative a instauré la passation. Monsieur le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental n'était pas là quand je laissais les clés et les rapports. Je lui aurais expliqué volontiers d'ailleurs toutes ces procédures, dont certaines maintenant sont en ligne. On travaille beaucoup avec des logiciels, on travaille beaucoup avec des ordinateurs. Tout n'est pas, disons, du papier. Bon, peut-être qu'il n'a pas travaillé depuis longtemps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la passation de service entre mon ancien directeur administratif et financier et le nouveau, c'est faite. On aurait pu le faire il y a quelques jours, mais l'ancien directeur administratif et financier et le directeur des ressources humaines, on leur a demandé de rester chez eux et de ne plus accéder aux locaux. Donc évidemment, ils ne pouvaient pas faire de passation. Et maintenant, ça a été fait. Et voilà, parce que je connais bien les procédures administratives. Maintenant, elles ont beaucoup évolué. Ce n'est plus comme il y a 17 ans. Et le plus important, à mon avis, c'est justement que les conditions soient créées pour que les anciennes équipes et les nouvelles équipes puissent travailler ensemble pour assurer la continuité du service. Nous avons d'ailleurs, quand j'y étais, mis en place un logiciel important de gestion administrative et financière. Tout est en place, mais évidemment, voilà, si ceux qui doivent transmettre des informations n'ont pas accès aux locaux du Conseil, c'est difficile. Maintenant, ça a été fait. Donc, il faut maintenant laisser la politique en dehors du Conseil, se consacrer à l'activité, qui est une activité importante de substance, parce que le Conseil rassemble 120 experts, chacun dans son domaine, et il est important de se concentrer sur cela, et l'activité politique, elle, pourra se faire ailleurs. Autre aspect de l'actualité, lancement de la phase pilote des expositions virtuelles permanentes et de la présentation de bourses de fret, une initiative du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs. Cette nouvelle application va permettre aux chargeurs sénégalais de vendre leurs produits sans se déplacer. La rencontre s'est tenue ce matin, c'était en présence de Adama Sarr. La pandémie de Covid-19 qui a impacté plusieurs secteurs inspire le Conseil sénégalais des chargeurs. Pour faciliter ces échanges, le COSEC lance la phase pilote des expositions virtuelles permanentes et de la présentation de la bourse de fret. Le concept donc d'exposition virtuelle permanente ou EVP
permettra aux opérateurs économiques d'avoir une vitrine virtuelle, leur permettant ainsi de continuer à exposer leurs produits à travers le Sénégal et dans le marché international 365 jours sur 365. Mais également de faire du chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente en ligne qui sera mise à leur disposition. Ces opérateurs qui seront embarqués dans la plateforme EVP bénéficieront de l'écosystème mondial virtuel dans lequel écosystème le COSEC est bien présent. Dès les premiers jours de cette pandémie, le Conseil sénégalais des chargeurs a pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Le défi de la dématérialisation du processus de délivrance du BSC étant levé, le COSEC a continué à miser dans les faits sur le virtuel. Élément essentiel mis en lumière par les exigences du nouveau monde d'après-Covid. Nouveau monde à bâtir d'abord par des formes achevées d'ingéniosité anticipative. L'Union des chambres de métiers du Sénégal salue cette initiative. Pour son président, cette application va leur faciliter la tâche. Cette application arrive à son heure. Nous, les chargeurs sénégalais, on avait besoin de cela. Ça va nous permettre de vendre nos produits sans se déplacer. Avec cette nouvelle application, le COSEC entend mieux jouer son rôle, c'est-à-dire définir une politique de promotion et de protection des importateurs et exportateurs du Sénégal. Adama Sarr, émigration clandestine, on en reparle dans cette session d'information. Un rescapé nous raconte le film de son voyage. Ousmane Dieye, 14 ans, invite les jeunes à rester au Sénégal et à profiter des potentialités qu'offre le pays. Il s'est confié à Muntaga Khan dans ce reportage. Influencé par ses camarades arrivés à Bonport en Espagne, Ousmane Dieye, âgé seulement de 14 ans, a vendu son portable et dépouillé ses parents pour voyager. Comme bonjour, j'ai décidé de voyager car mes amis qui sont arrivés à Bonport en Espagne m'appelaient pour m'encourager à les rejoindre. Sur ce, j'ai demandé à mes parents de m'aider. Comme les choses se corsaient, j'ai fini par vendre mon portable à 150 000 francs. Mes parents ont fini par compléter. J'ai donc rassemblé 300 000 francs et j'ai pris la pirogue. Le voyage ayant échoué, après 9 jours de calvaire, ils ont été sauvés par des marins marocains. On avait fait une grève de la faim pour que l'ambassadeur nous reçoive. En plus, nous étions très fatigués. Ce que nous voulions, c'est qu'il nous aide à rentrer au Sénégal rapidement. Mais il a tardé à le faire. Il nous a appelés, mais il nous a dit qu'il est arrivé, mais on l'a vu que le jeudi suivant. Afin de pousser l'ambassadeur du Sénégal au Maroc à les aider à rentrer d'urgence au pays, ils ont même eu à faire la grève de la faim. Si l'occasion se présentait, je ne le ferai jamais plus à cause de ce que j'ai enduré. Même si un bateau ou autre moyen de locomotion se présentait à moi, je ne partirai pas. Je conseille aux jeunes de rester. Notre pays nous appartient. C'est à nous jeunes de le construire. On ne peut pas avoir ce qui n'est pas inscrit dans notre destin. Célébration de la journée mondiale des toilettes ce 19 novembre 2020, une célébration qui a permis de faire le point sur la situation de l'assainissement au Sénégal. Ainsi, le programme Assainissement Total piloté par les communautés a permis à 6 villages de disposer d'ouvrages d'assainissement. Nous écoutons à ce propos Thierno Ahmadou Bamba, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement. Il est au micro de Babacar Seck. Il faut dire qu'entre 2009 et 2020, plus de 6 000 villages au Sénégal ont abandonné la défécation à l'air libre grâce à l'approche communautaire dénommée approche d'assainissement total pilotée par les communautés, mise en œuvre par le Service national d'hygiène en relation avec la direction de l'assainissement, avec l'appui de l'UNICEF, de l'USAID entre autres. Rien qu'en cette année 2020, l'ATPC, donc l'assainissement total piloté par la communauté, a été mis en œuvre par la direction de l'assainissement dans 250 villages des régions de Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Kaffrine et Louga.
et les résultats obtenus sont satisfaisants. Au Sénégal, une grande majorité a accès à un assainissement non collectif. Cependant, la plupart des ouvrages d'assainissement ont été conçus sans normes, avec des répercussions négatives sur leur fonctionnalité et leur coût d'exploitation, donc sur leur durabilité. Nous parlons de l'érosion côtière et de ses conséquences à Bargny. Par exemple, cette catastrophe naturelle a fini par causer la disparition des toilettes de certaines constructions. Des occupants sont obligés de faire leurs besoins naturels en plein air. Le prétexte de ce reportage, la journée mondiale des toilettes célébrée ce jeudi 19 novembre. Un reportage réalisé à Bargny et c'est signé Pape Ibrahim Ndiaye. À Bargny, la mer constitue le poumon économique de la ville, mais parfois elle sert de dépotoir d'ordures et le pire, de toilettes. Sur une bonne partie de la plage, des matières fécales sont visibles. Dans cette localité, le littoral est un trésor bleu, mais au fil du temps, il est devenu presque l'ennemi numéro 1 de ses habitants. Ces vagues ont emporté des habitations et ont détruit des toilettes dans les maisons. Un calvaire que vit tous les jours Sénifal, la dame tient à nous montrer les séquelles de l'érosion côtière. Juste derrière moi se trouvent les toilettes de la maison, mais finalement, nous avons été obligés de les éliminer parce que l'avancée de la mer a pratiquement tout détruit. Ces murs ont été fissurés, donc c'est risqué pour nous de les utiliser. Pour se soulager, c'est extrêmement difficile pour nous. Nous sommes obligés d'aller chez nos voisins, ce qui n'est pas facile, ou alors d'attendre que tout le monde dorme pour se trouver un endroit où se doucher et faire nos besoins naturels. Une maison sans toilette, c'est une catastrophe, car c'est une priorité. Vivre sans toilette, une sorte d'humiliation qu'affrontent tous les jours des familles à Bargny depuis des années. Medoundoy fait partie de ceux qui luttent pour changer ce visage hideux de la zone. Aujourd'hui, leur combat peine à porter ses fruits. Parce que bon, le besoin d'aller à la toilette, moi je dis que c'est un besoin au quotidien quoi. Normalement, s'ils n'ont pas de toilette, ils seront obligés d'aller au niveau de la plage pour déverser leurs déchets quoi. Et moi, pour dire vrai, c'est quelque chose qui me choque quoi. Parce que bon, je vois que ce sont nos parents et nos petites sœurs. Dans la ville, les femmes transformatrices de poissons sont directement impactées par l'avancée de la mer. Elles sont nombreuses également à avoir perdu leurs toilettes. Pour atténuer leur souffrance, la solidarité reste leur seule arme. Donc quand nos toilettes aussi ont été emportées par la mer, on a construit d'autres toilettes. Et avec ces toilettes-là, il y a des personnes qui veulent faire leurs besoins naturels. Donc forcément, ils vont venir là-bas. Donc ce n'est pas un problème. On vit en famille, on vit en communauté. Donc j'avais le même problème, mais au moins j'ai la chance d'avoir un espace où réinstaller des toilettes. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. On peut s'organiser quoi, en sous forme de crowdfunding, c'est-à-dire on constate un peu déjà les problèmes dans les quartiers, recenser quelles sont les maisons qui n'ont pas encore de toilettes. Si dans leur maison il y a un espace dont on peut reconstruire aussi des toilettes, je crois que c'est mieux. S'il n'y en a pas, dans chaque quartier, on peut créer ce qu'on appelle des douches publiques. 2 à 3 douches publiques, je crois que ça peut faire l'affaire quoi. D'après une étude publiée en 2019 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, près de 15% de la population défèque à l'air libre. Face à cette équation, Medoundoy, Fatou Samba et Sénifal interpellent les autorités, refusant le tabou pour soulager les populations concernées. Pape Ibrahim Ndiaye, coronavirus, la situation du jour. Sur 800 tests réalisés, 12 nouvelles contaminations enregistrées. Il faut noter que sur les 12 cas, les 8 sont issus de la transmission communautaire. Les 4 des cas contacts suivis, 7 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. 3 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès enregistré ce jour.
Le bulletin santé lu par le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous nous intéressons à la culture à présent. Bientôt, les cinéphiles auront un multiplex ultramoderne de 5000 mètres carrés, dénommé Cinéma Multiplex Pathé de Dakar. Une visite de chantier s'est tenue ce matin et le compte-rendu de Hawachawa. Notre projet d'essayer d'implanter un cinéma à Dakar remonte à 6 ans plus ou moins maintenant, où après des études on pensait qu'il était très important de retrouver et de reconstruire des cinémas à Dakar. Et donc nous avons d'abord fait des petites études, nous sommes venus voir plusieurs fois s'il y avait vraiment l'envie de recréer du cinéma. Nous avons vu qu'il y avait une vraie envie, que ce soit du ministère de la Culture, que ce soit de la direction de la cinématographie, que ce soit des Dakarois en général, il y avait une vraie envie de revoir du cinéma. On est en construction d'un cinéma de 7 salles qui va faire 1400 fauteuils. Le ministre de la Culture salue l'initiative. Je suis très serein quand je vois l'ambition de ce groupe, quand je vois aussi toute la qualité de travail et le professionnalisme ici. Mais cela ne m'étonne pas, parce que je disais tantôt, Dakar c'est la culture, le Sénégal c'est la culture. Aujourd'hui, donner au cinéma sa véritable dimension, ça a été déjà une dimension politique. Aujourd'hui, la question de salle, c'est un processus, le cinéma dans sa vie globale. Aujourd'hui, voir l'ensemble de ces salles qui peut prendre jusqu'à 1400 personnes avec un dynamisme et vraiment des dernières technologies, je crois que ça c'est à saluer. Que le Sénégal aujourd'hui, grâce à nos partenaires, parvienne à être la plus grande salle d'Afrique, ça c'est quelque chose de très intéressant. Selon le maire de Dakar, le cinéma Pathé Dakar vient pile à point dans les projets de construction d'infrastructures cinématographiques de la ville de Dakar. Ce complexe qui vraiment entre dans nos objectifs. Vous savez, au niveau du programme de Dakar, au niveau de la culture, nous avions initié le programme Dakar, qui est un programme d'animation culturelle pour Dakar. Et à l'époque, nous avions prévu 5 pôles artistiques, dont le pôle cinéma. Alors si on m'invite aujourd'hui à visiter un complexe qui compte 7 salles de cinéma avec une capacité de plus de 1400 sièges, je ne peux qu'être satisfaite. Un multiplex de 500 mètres carrés recouvrant 1400 fauteuils est réparti en 7 salles. Le cinéma Pathé Dakar ouvre ses portes le 15 mai 2021 à Mermoz pour le plaisir des amateurs du 7e art. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la suite de votre bloc d'information, la totale avec Cheikh Hassan Fall. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.